Bonjour et bienvenue à Presse Éco, votre tribune hebdomadaire de commentaires, d'analyse et de débat sur les sujets qui ont marqué l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, nous allons discuter avec mes chroniqueurs, mes invités, des analyses. Avec eux, donc, nous allons faire le tour des sujets qui ont marqué l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, nous allons, au plan national, donc, aborder le sujet lié à la politique, bien sûr, avec le 8e congrès du CDP qui s'est donc déroulé sous crise. On va donc revenir sur les différents aspects de ce forum, de ce congrès-là, en tout cas, qui fait couler beaucoup de salive et d'encre. Nous allons donc revenir sur le sujet. Et puis, second sujet, on parlera de l'actualité qui a marqué la semaine. C'est le nouveau gouvernement, le premier gouvernement, Lassina Zerbo, donc gouvernement 01. Nous allons en débattre. Et puis, troisième sujet au plan national, c'est cette promesse du chef de l'État, l'opération MEPROP. Où en sommes-nous? Que ferons-nous? Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons donc donner des pistes ici sur ce plateau et puis en terminer avec le Mali, où il y a cette visite avortée du président français Emmanuel Macron. Avec mes invités, donc, nous allons faire le tour de l'ensemble de ces sujets-là. Je m'avais donc vous les présenter. À ma droite, Maître Kielem Apollinaire de Tambela. Il est donc avocat inscrit au barreau. Il est le président du CRIC, qui est le Centre de recherche internationale et de stratégie. Merci, Maître, d'être sur ce plateau. Et puis, à ma gauche, André-Eugène Ilboudo, directeur de la radio des écoles. Merci, André, d'être sur ce plateau. Et puis, juste à la gauche d'André, Évari Faustin Concebo, le chroniqueur média, président du SEC d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme. Il est premier porte-parole du FORAC, Forum alternatif des citoyens. Merci, Évari, d'être là. Et puis, enfin, dernier invité, Lengani Isaka, journaliste, directeur de publication de l'Opinion. Merci à vous tous de nous prendre en marche. On commence tout de suite avec le congrès du CDP, un congrès sous crise, congrès qui a été donc le 8e du genre, qui a été donc convoqué, mais on s'est rendu compte qu'il y a problème au niveau du CDP. Le bureau exécutif national, dans la quasi-majorité, n'était pas pour la tenue de ce congrès. Il y a eu donc on va dire qu'il y a eu donc des débats en justice aussi. Et finalement, le congrès s'est tenu. Edi Komboiwo s'est fait relire à l'unanimité par le bureau politique national. Mais en temps aussi, il y a des sanctions. Le bureau exécutif national donc, a suspendu Edi Komboiwo. Edi Komboiwo, à son tour aussi, aurait suspendu donc, les suspendeurs également. Alors, André-Eugène Ilboudo. C'est le côté nauséabond de la politique qui nous est montré cette fois-ci. Parce que, bon, ces derniers temps, vraiment, c'est vraiment le CDP est à la une avec tout ce qu'il fait, aller en justice, faire des appels, suspendre des gens. Lui, à son tour, suspend les autres. Bon, je voudrais dire ici, c'est vraiment ça la politique. Et on va faire en sorte que de plus en plus les gens s'éloignent de la politique. Parce que ce n'est plus devenu un combat d'idées. Et c'est devenu un combat de personnes. Beaucoup de gens vont s'en écarter. Mais au-delà de cela, qu'est-ce qui fait que depuis plus de 4-5 ans, le CDP est en crise interminable? Parce que soit ce sont les jeunes qui sortent pour dire on a fait ci, on a fait ça, soit il y a des gens qui démissionnent, qui partent créer leur parti. En tout cas, on voit beaucoup de grands ténors du CDP qui s'en écartent. Or, on vous a chassé en 2014. Ceux qui devaient rester vraiment, devraient se serrer les coudes pour que le parti ne meure pas. Mais là où ça va, est-ce qu'il va même rester des gens pour imploser le parti? Est-ce que ça ne va pas être une coquille vide qui ne peut même pas imploser? Mais justement, quand on regarde aujourd'hui, il y a une ligne de démarcation qui est assez claire. Est-ce que la fracture est consommée? Parce que quand même, les 8 vice-présidents, le parti en compte il parle 11, je crois. Voilà, il y a les 8 vice-présidents, plus le secrétaire général du parti, et même la commission de vérification, qui est une instance importante, tout avait demandé le report de ce congrès. Mais puisque leur ligne de démarcation, ils parlent de la ligne historique et la ligne futuriste. Si en leur propre sein, ils ont cette propre démarcation, ça veut dire que rien ne va. Ça veut dire qu'ils ne peuvent même plus s'entendre, ils ne peuvent même plus s'asseoir à côté. Et j'imagine aujourd'hui comment ça va être difficile que ces gens-là s'asseyent ensemble. C'est ceux qui sont partis très tôt qui roucoulent, qui vont dire mais nous, on a eu raison de partir très tôt avant que ce qui est arrivé n'arrive. Donc vraiment, c'est... Mais peut-être que mon ami Lengani va bien nous éclairer sur son parti. On va poser la question à Maître déjà par rapport à ce qui s'est passé au CDP. Est-ce qu'aujourd'hui, on va aller vers une sorte de PAI bis où il y en a deux PAI, ici le CDP d'Edi Komboiwo, peut-être le CDP d'Achille Tapsoba?
Non, ce ne sera pas une sorte de PAI bis. Ça peut se ressembler, mais pas tout à fait. Parce qu'au PAI, ils avaient des idées. C'était un parti qui se battait pour une idéologie qu'on peut un peu approuver ou ne pas approuver. Au CDP, il n'y a pas d'idée. Le CDP n'a jamais des choses-là, n'a jamais dit qu'il se battait pour telle ou telle idée ou telle idéologie. Ce qui réunissait les gens au CDP... Mais le CDP est social-démocrate quand même, maître. Je vous explique. Ce qui réunissait les gens au CDP, c'était Blaise Compaoré et le partage du pouvoir. Lengani est là présent et il le sait. C'était Blaise Compaoré et le partage du pouvoir. Voilà ce qui réunissait les gens au sein du CDP. Pourquoi ils disaient que c'était social-démocrate? Parce qu'ils avaient quitté la révolution. Le CDP, c'est quoi? Le CDP, c'est l'UCB, qui s'est mieux dans le Front populaire, qui est devenu l'ODPMT, et qui a, par un conglomérat de petits partis, a constitué le CDP. Voilà l'origine du CDP. Voilà. Donc, puisqu'ils venaient de la révolution, alors donc, ils ne pouvaient pas se dire qu'ils sont libéraux, ceci, cela. Donc, le fait de dire qu'ils étaient social-démocrates, c'était une terminologie acceptable. Mais demandez aux gens du CDP qu'est-ce que la social-démocratie. Qu'ils vous définissent la social-démocratie qu'ils prétendent défendre. Est-ce qu'ils pourront le faire? Qui a déjà eu un débat idéologique avec quelqu'un du CDP? Oui. Est-ce que ça, ce n'est pas la maladie de tous les partis politiques au Burkina Faso? Non, pas tous les partis politiques. Si on prend le MPP, l'UPC, est-ce qu'il y a des partis où les gens peuvent défendre réellement les lignes idéologiques? Le MPP provient du CDP. Est-ce que vous avez vu? À la seule différence qu'au MPP, il y avait des militants qui ne venaient pas de l'UCB et qui venaient par exemple de l'ULCR, etc. Et qui avaient une certaine idéologie. Mais tous ces gens-là ont été absorbés par le néant du CDP et ils ont perdu ce qu'ils avaient comme idée politique. Donc le MPP lui-même provenant du CDP ne peut pas avoir d'idéologie. Est-ce que vous avez vu? D'accord. Parce que ce qui réunissait les gens au sein du CDP là, c'était Blaise Compaoré et le partage du pouvoir. D'accord. Alors le CDP aujourd'hui, l'avenir c'est quoi? CDP pro Edi Komboïgo, CDP pro Achille Absoa, ou alors Monsieur Lukman, le groupe d'Achille aussi va créer une chose qui est là, ces gens ne peuvent plus être ensemble parce que la confiance est rompue. Donc pourquoi les gens ils se battent? Parce que Edi Komboïgo veut s'assumer en tant que parti et président de parti. Or, il y a des gens, pour qu'ils s'assument, il ne peut pas s'assumer alors qu'il y a un certain rôle qu'on remet aux choses là, au président d'honneur. Est-ce que vous avez vu? Donc, le parti tel qu'il est actuellement, Edi Komboïgo n'est pas le président du parti, il est le président délégué. Et ça, Edi Komboïgo n'en veut plus. Il veut s'assumer en tant que président du parti. Donc, en mettant de côté, plus ou moins, Blaise Compaoré. Or, il y a des gens au sein du CDP que cela n'arrange pas. Il y a des gens qui ne sont pas grand-chose si Blaise Compaoré venait à perdre une parcelle de pouvoir au CDP. Est-ce que vous avez vu? Parce qu'en tant qu'eux-mêmes, ils seront du vide. Donc, ces gens-là vont se battre bec et ongles contre les transformations que Edi Komboïgo veut faire. Alors est-ce que Edi Komboïgo ne fait pas aussi une erreur politique que de se... étant donné qu'on lui reproche, par exemple, de ne pas être un fondateur du parti. Quand tu prends Achille Absoa, quand tu prends les Koulidiati, quand tu prends les Topa Sané, et tout ce monde-là, ils étaient à la base de la création. Est-ce que ce n'est pas aussi une sorte de... c'est pas une erreur que de vouloir se couper de ce canal dit historique-là? Non, mais pas ce n'est pas sa chose. Non, ce n'est pas du tout. À partir du moment où vous l'avez pris comme président du CDP, ça veut dire qu'il avait des qualités. Et on a bien dit ici, Edi Komboïgo, c'est vrai, même s'il n'est pas fortuné, il est l'un des plus fortunés du parti. Et vous savez que dans nos systèmes actuellement, là, si tu n'as pas d'argent, tu n'es rien politiquement. Donc, il ne sert à rien de dire qu'on est membre historique, fondateur, etc., si tu n'as pas un seul copec pour faire fonctionner le parti. C'est ça le plus important. Tu deviens une coquille vide. On a vu des gens, n'est-ce pas, créer des partis ou se lancer dans des partis du jour au lendemain et puis être élus parce qu'ils avaient l'argent pour assurer leur campagne et pour assurer la vie de leur parti. Donc ça ne sert à rien de dire qu'on est membre historique si tu n'as rien pour faire vivre le parti et pour défendre tes idées. Rien que pour quitter Ouagadougou et puis aller par exemple à Niangolko pour battre campagne. Vous savez ce qu'il faut comme frais d'essence? Il faut une bonne voiture et tout ça. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, en matière de politique, surtout dans nos pays, ce n'est pas seulement les idées qui comptent. C'est la poche qui soutient quelque chose. Merci, maître. Lengani Issaka, on est définitivement dans la rupture au CDP. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? On aura une autre partie du CDP où on aura une contestation de ce congrès-là?
Disons que vraiment, il y a l'intervention de Maître de Tambela me fait sourire, quoiqu'il ait un peu raison sur certains aspects. J'avoue qu'il a totalement raison, notamment sur le fondement du CDP. Il faut reconnaître que, effectivement, le CDP, c'est des gens autour de Blaise Compaoré. Ça, c'est vrai. Bon, maintenant, sur la question du partage du gâteau, bon, ça, c'est vraiment trop extrapolé parce que le paysan qui est à Nyangoloko, par exemple, dont il a pris l'exemple, ne partage aucun gâteau avec qui que ce soit. Et pourtant, il est militant du CDP. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est au CDP pour partager le gâteau. Par contre, l'essentiel des gens sont au CDP pour Blaise Compaoré. Ça, il a totalement raison. Bon, ensuite, quand il dit que le CDP, c'est l'UCB, bon, ça aussi, bon, j'avoue que bon, là, c'est vrai, l'ossature principale, on peut penser que c'est l'UCB, mais il y a des gens, comme Achille Tapsoba n'a jamais été membre de l'UCB. Si vous prenez quelqu'un comme Mélégué Maurice, il n'a jamais été membre de l'UCB. Vous prenez quelqu'un comme Ahmed Yago, le président de la commission de contrôle de vérification, il n'a jamais été membre de l'UCB. Donc, c'est dire que ramener le CDP à l'UCB, c'est un peu trop fort. Mais je reconnais que mais il y avait des éléments de l'UCB là-bas, au CDP. Oui, non, l'UCB est effectivement une des colonnes, la colonne vertébrale, je peux dire, du CDP aujourd'hui. Avec ceux qui sont partis, parce que les Rocs et autres étaient là, Salif Diallo, Simon, mais ils n'étaient pas de l'UCB. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils sont partis. Ensuite, sur la question de l'idéologie, bon, je ne sais pas, mais bon, c'est quand même un peu trop fort. Même s'il est vrai que dans nos contrées, l'idéologie ne compte pas beaucoup. C'est l'argent, c'est la capacité, c'est la parenté, c'est l'ethnie. Oui, mais quand on regarde, ce qui oppose aujourd'hui le bureau exécutif national du CDP et le bureau politique national du CDP, d'une part, avec Achille Tapsoba qui tire et Edi Komboyo qui tire, ce n'est pas l'idéologie. On n'a pas entendu dire qu'il y a eu un changement d'idéologie, un changement d'approche. Justement. Tout ce qu'on entend dire, c'est vraiment tout autre chose que ça. Tout à fait d'accord. C'est pourquoi je dis, quand tu dis que les gens sont au CDP à cause de Blaise Compaoré, ça c'est une vérité. Aujourd'hui, c'est effectivement la pomme de discorde principale, c'est la question du rôle et de la place de Blaise Compaoré au CDP qui se joue. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, maintenant, pour certains, comme pour le maire de Tambela, qui a totalement tout faux en la matière, bon, ceux qui sont derrière Blaise Compaoré ne peuvent pas exister sans Blaise Compaoré. Ceux qui sont derrière Edi sont ceux qui existent par Edi. Bon, pour comparer Blaise Compaoré et Edi, je pense que c'est comparer la lune et le soleil. Ça n'a aucun rapport. Edi Komboyo est venu au CDP comme tous les autres sont venus. Parce que Blaise Compaoré, parce que le pouvoir était là. Il y avait 100 et quelques autres partis, ils pouvaient aller là-bas. S'il est venu au CDP, c'est sur la base de l'essentiel des gens, comme il a dit, pour Blaise Compaoré et pour le pouvoir. Le CDP a perdu le pouvoir, il reste qui? Il reste que Blaise Compaoré. Donc si tu es contre Blaise Compaoré, si tu es honnête avec ton engagement politique, tu quittes le CDP. Puisque tu n'as plus le pouvoir, tu n'aimes plus Blaise Compaoré, tu quittes le pouvoir, tu quittes le CDP. Beaucoup l'ont fait. Les RSS l'ont fait, alhamdulillah. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir. RSS, c'est-à-dire Roch, Salif et Simon Compaoré. C'est ça, voilà. Donc, c'est une occasion très simple qui se pose. Maintenant, on peut extrapoler, on peut être pour ou contre, mais le fondement, c'est ça. Le CDP, comme il a dit, c'était Blaise Compaoré et le partage du pouvoir. Aujourd'hui, les gens sont à l'opposition, ils expliquent que Blaise Compaoré. Donc, si tu es contre Blaise Compaoré, mais tu ramasses tes clics et tes claques et tu vas ailleurs. C'est pas aussi comme ça. Alors, mais Edi Komboyo vient de se faire je voulais dire, bon, c'est la question des capacités financières pour aider. Bon. Je crois que c'est un peu aussi caricaturé que de penser que le CDP vit au crochet de son président. Je crois que c'est un peu trop caricaturé. Je ne dis pas que c'est infantile, mais vraiment c'est infantile que de penser ça. Un grand parti comme le CDP ne vit pas que des ressources de son président. Ce n'est pas vrai. Le parti a des députés qui cotisent, le parti a des personnes ressources qui cotisent quand ils sont sollicités pour des actions bien précises. Et j'ai suivi tout dernièrement le rapport du BN qui disait que malheureusement, depuis un certain temps, le CDP n'a jamais fait un bilan financier. Donc pour savoir si on a l'argent, d'où vient l'argent, qu'est-ce qu'on a fait avec l'argent et qui a apporté l'argent. Donc dire aujourd'hui que le CDP vit au crochet de son président, je crois que c'est une erreur intellectuelle très grave. Lengani, pour ouvrir un peu plus de perspectives, à quoi il faut s'entendre aujourd'hui? Est-ce que le CDP
va aussi faire 2 CDP. Un CDP qui a Blaise Compaoré comme vecteur, et puis un autre CDP, Edi Komboigou, ou alors ceux qui ne sont pas du CDP de Edi Komboigou vont créer un autre parti. Sincèrement, je voyais venir cette situation, et je l'ai dit plusieurs fois. Et même sur ce plateau, j'ai interpellé plusieurs fois Blaise Compaoré sur sa place au CDP. Et j'ai dit, il aurait fallu faire comme Gbagbo l'a fait. C'est-à-dire quitter le CDP tranquillement, laisser ceux qui veulent rester au CDP et lancer une nouvelle offre politique. Je pense qu'il en a la capacité et il en a. Le peuple burkinabé a besoin de ça. Alors, mais dans ce cas, qui garde l'enveloppe et qui garde le contenu? Bon, non, ça c'est. Parce que avec Gbagbo, c'était une question d'enveloppe et de. Oui, et de non, contenu. mais je termine. Oui, je n'ai pas. Bon, pour dire que aujourd'hui, est-ce qu'il va y avoir 2 CDP? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Pourquoi? La loi est très claire. La loi est très claire. Mais encore une fois, nous sommes dans une opération main propre qui est lancée, on va en parler. D'accord. On va en parler, mais je dis, si on respecte les lois dans ce pays-là, si on respecte les textes dans ce pays-là, le CDP a eu un bureau exécutif national qui s'est réuni sur convocation, comme le lui permet le fondateur, et qui a décidé de sanctionner un individu. D'accord. Donc cet individu-là n'est plus en droit d'agir au nom du parti. C'est une évidence d'école. Mais j'avoue et je sais et je prévois déjà que contrairement à la logique et au droit, avec le soutien, et ça je l'assume fermement, du pouvoir sur le pouvoir MPP en accord avec Edi Komboigou, il y aura autre chose qu'on va entendre. Merci. Évariste Faustin Kouassebo, on est dans une situation... Oui, et les questions d'idéologie, je l'ai dit, me font sourire, surtout dans le contexte africain. Pour paraphraser Voltaire qui disait qu'en matière d'argent, tout le monde était de la même religion. Et je dirais qu'en matière politique en Afrique, les idéologies valent ce qu'elles valent, parce que et les gens s'agglutinent toujours autour d'un groupe de quelqu'un. C'est les partages. Ce sont les leaders qui comptent. Ouais, c'est ça. Donc à moins, le reste, c'est des aspects théoriques. Justement, quelle peut être l'évolution? Non, je prends la passe que Lengani me donne. Effectivement, le problème va partir, le point d'achoppement de la contestation. C'est-à-dire les décisions qui sont issues de ce congrès vont être contestées par les 8 vice-présidents qui ont certainement manœuvré pour sanctionner et puis suspendre. Mais maintenant, c'est compliqué. Contrairement à ce que Lengani dit, je pense que, parce que le BN, normalement, je pense en temps normal, d'abord, il y a des questions de quorum. Actuellement, il faut arriver à faire la preuve parce qu'il y a des gens qui sont décédés, qui sont partis. Là, on ne sait même pas comment ça va se faire. Donc, ce problème va se poser. Il y a aussi, en fait, à mon sens, je pense que la décision, en fait, est un peu alambiquée, pas aussi simple que ça. Parce que le BEN, à son temps normal, propose au BPN, non, parce que j'ai regardé les statuts, peut-être que propose au BPN, mais le BPN doit écouter, entendre d'abord. Avant de sanctionner quelqu'un, toujours est-il qu'il faut l'entendre. Donc, en fait, ces histoires-là, devant un juge un peu lucide, je pense que ça ne va pas être très simple. Moi, je vois l'avenir que je vois. Ils vont contester les décisions. Les décisions ne vont pas, ils n'auront pas gain de cause, mais l'enjeu va se trouver au niveau de l'Assemblée. On va se retrouver avec 2 groupes parlementaires, parce que personne pour le moment ne va oser quitter, démissionner du CDP ou autre, tout. Donc ça, c'est la première étape. Nous allons certainement, à mon sens, avoir... Mais sur le terrain politique également, il y a ceux qui sont aujourd'hui, qui sont 100% Blaise Compaoré, et il y a ceux qui sont pas, donc qui sont 0% Edi Komboigou. Est-ce que ça ne va pas aussi créer au plan politique? Est-ce que Edi Komboigou va s'en sortir pour autant avec un CDP? Il aura le même poids, la même base. L'enjeu ici, c'est de savoir est-ce qu'il pourra conserver le titre de chef de file de l'opposition. Mais ça c'est au niveau de la configuration de l'Assemblée, comme je vous l'ai dit. Et je vous parie qu'aucun des députés ne va oser démissionner. Il y aura un groupe tendance pro-Blaise Compaoré et un autre groupe pro-Edi Komboigou, mais ils resteront toujours dans la famille du CDP. Et de sorte que peut-être à 2 ou 3, une année de la fin du mandat, peut-être que les choses vont peut-être plus se clarifier. Sinon, je ne vois pas, en fait, pour l'instant, je pense que Edi Komboigou va certainement conserver la barque, la direction de la maison CDPC. C'est un peu mon analyse. Alors, on va aller très vite, en 30 secondes, et puis on va... Oui. À ce que Évariste vient de dire, sur la question de la légalité de la décision.
Bon, je ne conteste pas son analyse, hein, bon, mais je dis, l'article 35 des statuts dit 37 ou 35? 35 cette fois-ci. L'article 35 cette fois-ci dit clairement que le BEN peut prendre des sanctions contre les membres de tous les organes. Et la sanction maximum, c'est la suspension. Donc le BN peut suspendre. Sans écouter, le BN peut suspendre. Et si, bon, pour la petite histoire, ce qui s'est passé, comme on le sait, les prérogatives du fondateur sont, entre autres, de pouvoir convoquer tout organe du parti dans la composition qu'il veut et donner l'ordre du jour et le lieu de la réunion. Le fondateur a envoyé une lettre. Bon, c'est vrai qu'il dit aussi, une de ses bagarres, c'est sur la question de l'authenticité des lettres. Et c'est ça aussi, je me dis, vraiment, soyons quand même... D'accord. Bon, je ne vais pas qualifier, mais je dis donc, la réunion a été convoquée au siège du parti. Les gens sont allés au siège du parti, ils ont trouvé que le siège était fermé par la police. Donc des membres, et moi je dis, bon, heureusement que je ne suis pas membre du CDP, sinon moi on allait m'arrêter. Je ne vois pas qui peut m'empêcher de rentrer au siège de mon parti. Je ne vois pas. Ça c'est une autre affaire qui va certainement... Donc ça c'est le CDP, c'est les oignons. Donc, ils ont dû déporter la réunion ailleurs. D'accord. Et ce qui s'est passé. Et c'est la question de quorum, je crois savoir qu'il y avait un huissier. Dans tous les cas, la justice verra bien. Parce que l'enjeu de tout ça, là, c'est ils veulent, en fait, pourquoi est-ce qu'on veut, l'aile frondeur veut forcément interdire, empêcher la tenue d'un congrès. Si tant est, on va au congrès, et on a l'impression que les frondeurs ont un peu peur du rapport de force qui ne serait peut-être pas à leur avantage. Je ne sais pas. Sinon, si démocratiquement, on va au congrès et puis on se départage. D'accord. Sur le plan de la sur le plan de la légalité, ça va être une bataille judiciaire. Hein. Oui, on va laisser ça aux tribunaux. Oui, oui. Voilà. Et à Maître qui va défendre certaines. Non, bon, on a pas. Maître ne doit pas avoir. Il n'est pas dans le dossier. Sur le plan de l'égalité, n'oubliez pas que Idi a dit qu'il ne perd jamais ses procès. Ah oui, il a raison de le dire. Oui. C'est un homme d'affaires. Il a dit qu'il ne perd jamais ses procès. Donc là-dessus, sur le plan de la légalité, j'imagine qu'il a fait tout faire pour ne plus perdre ses procès. Mais je vais dire, moi je vois le CDP comme une équipe de football à 24 membres. Ça veut dire on s'entraîne. Ça veut dire on joue contre les uns contre les autres, mais on ne quitte pas l'équipe. C'est ça qui va arriver. Ils vont passer tout leur temps à se faire des crocs en jambes. Durant les 4 prochaines années qui vont rester, parce que comme l'a dit Évariste, n'oubliez pas l'histoire de notre pays qui à un moment donné a mis un coup d'arrêt au nomadisme politique. Ça veut dire que si les gens pouvaient démissionner et aller créer un autre parti en étant député, ils auraient démissionné. Mais une fois que tu démissionnes d'un parti, tu perds tout et tu n'es plus député. Et comme il a si bien dit, je ne vois pas le député aujourd'hui qui va... Mais il n'y a pas que les députés parmi les 8 vice-présidents. Il y en a qui ne sont pas députés, donc ils peuvent créer un parti. Mais l'enjeu se joue aussi à l'Assemblée nationale. Donc les gens ne vont pas quitter. Les gens, comme je vous ai dit, c'est une équipe de 24 personnes. On a vu qu'avec l'UPC, les gens ne sont pas partis de l'UPC. Ils ont créé le parti, ils ont grippé au Parlement, mais ils ne sont pas partis non plus. Mais bon, c'est pourquoi, de toutes les façons, comme on n'applique pas la loi jusqu'au bout, c'est ça qui va arriver. Maître, non, il faut dire que 30 secondes. Non, le problème qui se pose, c'est, comme j'ai eu à le dire, c'est maintenant une question de confiance. Les deux blocs ne peuvent plus travailler ensemble, en tout cas pas à court terme. Mais ce qui va empêcher que peut-être certains démissionnent ou bien quittent le parti, c'est le patrimoine du parti. Parce qu'il faut gérer le patrimoine. Et ceux qui vont quitter le CDP perdent le patrimoine du parti. Voilà. Et donc le patrimoine, c'est-à-dire quoi? Ceux qui ont des mandats électifs? Non, pas ça. Le patrimoine matériel. Voilà, vous avez le siège du CDP, vous avez les ressources, voilà, Évariste est comptable, il sait, vous avez l'actif, n'est-ce pas, du CDP. Et donc, si vous quittez le CDP, ça veut dire que vous abandonnez tout, vous perdez tout, et vous partez recommencer ailleurs. Et donc, ce patrimoine-là va être aussi... Le MPP a abandonné, ils sont partis, ils ont créé. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas possible en politique, si à un moment donné... Non, je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais ça peut retenir. Ça peut retenir. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais ça peut retenir. Et si vous avez remarqué, quand les MPP est parti, ils sont partis en masse là. Voilà, donc ça veut dire qu'ils avaient suffisamment de ressources humaines et matérielles pour se reconstituer. Sinon, on ne se lève pas comme ça à partir d'un parti qui fait face à l'opposition pour la première fois de son histoire.
Voilà. Et donc, partir et puis recommencer comment? C'est ça le problème. D'accord. Merci. Lengani, vraiment, oui, 10 secondes. Parce que et puis, on va passer à... L'avenir du CDP dépendra essentiellement de l'application stricte des lois. Si ce n'est pas le cas, on court le risque effectivement d'avoir une longue période de débat. Mais Lengani, le dire, est-ce que le dire, c'est pas vraiment perdre un peu de réalisme? Il dit qu'Omboyo a été élu à l'unanimité. Donc il va mettre en place un nouveau bureau politique, alors un bureau exécutif et tout ça. Donc est-ce qu'on peut aujourd'hui penser qu'il dit qu'Omboyo va reculer pour venir encore se soumettre à certaines décisions du bureau exécutif national? Monsieur Saodogo, un congrès illégalement et illégitimement réuni par quelqu'un qui a été mis hors des structures momentanément, mais ce n'est pas un congrès. C'est tellement évident. Mais passons outre. On est au Burkina Faso avec le pouvoir MPP au pouvoir, qui travaille. Et ça, on l'a dit, plus ou moins dit ici. En fait, le fondement, c'est ça. Pourquoi est-ce que depuis que le CDP a perdu le pouvoir, il va de crise en crise? Est-ce que c'est le MPP qui est à la base des crises du oui, CDP? Quand le CDP invoque des lettres du président fondateur, quand ils ne s'entendent pas pour organiser un congrès, est-ce que le MPP a quelque chose à voir dedans? Non, mais vous voyez, la plupart des gens qui ont quitté le CDP, ils sont allés où? Ils sont allés au MPP. Lucas Doft a créé son propre parti à lui, il n'est pas je dis la plupart. En plus de ça, ce que vous ne dites pas et ce qu'on veut oublier, c'est qu'au moins environ 1 millier de Burkinabés, j'exagère peut-être, j'exagère un peu, au moins entre des centaines de Burkinabés, sont aujourd'hui sous sanction depuis la transition. Sont sous sanction. Je prends tous les membres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré sont sous sanction, sous contrôle judiciaire, avec des poursuites judiciaires. Et il y en a certains aujourd'hui sur lesquels on déclare des non-lieux. Le tout dernier, c'est le ministre Arthur Kafando. Donc je dis, tous ces gens-là, la plupart, comme mon ami Tambela le disait, je suis d'accord, c'était des gens qui participaient au partage du gâteau et qui sont sanctionnés parce qu'ils avaient un bout de gâteau dans la bouche et qui n'ont plus droit à quoi que ce soit dans ce pays-là, du fait du MPP. Et ceux qui quittent aujourd'hui le CDP, comme je dis, la plupart vont au MPP. On sait aussi que les intrigues, il y a des choses que je peux vous dire sur le plateau ici. Merci, mais il est évident qu'il y a des liens entre... D'accord, merci Lengani. On ne peut pas demander au MPP de faire des cadeaux au CDP. Ok, d'accord. Merci bien. C'est de bonne guerre. On va passer au second sujet. On va passer au second sujet pour parler du nouveau gouvernement Zerbo 1. Donc, on a parlé de la nomination du Premier ministre la semaine dernière. Alors, juste après, on a l'équipe gouvernementale, 25 membres. C'est une équipe très réduite, resserrée donc, et ressoudée. Évariste Fossin-Konsembo, 25 membres. Le Premier ministre a déjà donné, on va dire, ses premières orientations. Il parle beaucoup plus de rassembler les Burkinabés, etc. Alors, qu'est-ce que ce gouvernement, d'abord dans sa configuration, inspire comme analyse? Bon, tiens, c'est une question très, très compliquée, mais il faut noter que bon, on sent un effort de resserrement, on a resserré un peu, bon, on a recomposé. Il faut noter qu'il y a 40% de nouveaux ministres, ça c'est ce qu'on peut reconnaître, donc c'est quand même une proportion importante. Mais il faut noter qu'au moins 56% des portefeuilles sont réservés au MPP. C'est-à-dire que quand même le président n'a pas scié la branche sur laquelle quand même il est assis. Parce que la majorité, donc, c'est des militants donc, du MPP. Et en revanche, au moins 60% des ministres ont été reconduits. Les anciens ministres, au moins, ont été reconduits. Maintenant, c'est vrai que le Premier ministre est tout nouveau. Le reproche, ou du moins les appréhensions que les gens des Burkinabés, en fait, avaient à son endroit étaient peut-être le fait que, bon, ils viennent un peu d'arriver et qu'ils ne maîtriseraient pas peut-être l'environnement landerno-politique burkinabé, surtout dans une situation de crise. J'ai écouté un peu les événements successifs, en fait, qui ont succédé à sa prise de service. Et je pense qu'il a mis d'abord en premier lieu la sécurité. Et il a annoncé, peut-être, je pense que travailler d'ici 30 jours, peut-être, pour sortir quelque chose. Et
il y a aussi des éléments qui ont trait aussi à la réduction de train de vie. Mais bon, ça c'est un casting classique, je veux dire. Mais c'est vrai qu'on était à mesure et en droit d'attendre quand même, dès la prise de service, des grandes décisions qui allaient vraiment capter l'attention des Burkinabés au regard de la gravité de la situation. Mais j'ai l'impression... Est-ce que ça voudrait dire que le Premier ministre et son équipe, d'abord qui est en train de, donc son équipe dont les membres sont en train d'être installés à pas de course justement, est-ce que le Premier ministre a laissé les Burkinabés sur leur soif en ne disant pas ce que les gens voudraient entendre? Mais est-ce qu'il a les moyens de dire ce que les gens veulent entendre? Parce qu'il doit composer. N'oubliez pas quand même qu'il vient, d'un autre, je sais pas, environnement. Il n'était pas là. Donc, tout ce qu'il va faire, il peut pas tout ce qu'il va prendre comme décision importante, de nature à bouleverser structurellement les choses, il doit le faire de façon collégiale avec les autres. D'accord. André Géniboudou? Non, moi je voulais dire que d'abord, bon, c'est vrai que le gouvernement a été resserré. Mais est-ce qu'il est soudé? Attendons de voir. La composition de son gouvernement, c'est vrai qu'il y a de nouveaux. Il y a des gens qui sont partis pour ne pas être partis. Par exemple, vous avez 2 ministères où c'est le secrétaire général qui remplace le ministre actuellement. On ne peut pas dire que ces ministres-là sont partis. Mais ce que je voulais dire, quand j'ai écouté le Premier ministre dès ses premières sorties, il a dit on est là et on va mettre en œuvre le plan sur lequel le président a été élu. Aujourd'hui, le PNDS. Aujourd'hui, ce que les Burkinabés veulent vraiment de notre gouvernement, c'est de faire en sorte que nous ne perdions pas notre pays. Ça, c'est vraiment, je crois que ça, c'est la chose la plus principale. Parce que à quoi va nous servir un plan si on n'a pas de pays? Et je crois peut-être qu'il faut recentrer. Mais en écoutant le Premier ministre, c'est vrai que le président a commencé à secouer le cocotier, comme avait dit Maître Benouende. Mais on va en reparler. Mais je vais dire aujourd'hui, j'ai peur que le Premier ministre n'attrape les 2 maladies infantiles dès le premier jour. La première maladie, telle qu'il a commencé, j'imagine qu'il va prendre la carte d'un parti tout de suite. Et ça va être sa première maladie. Parce que dès qu'il va prendre la carte d'un parti, l'arbre va tomber du côté où il se penche. Il va se faire harakiri. La deuxième maladie qu'il va contracter, c'est de jouer le rôle, tel qu'il est parti, le rôle du porte-parole du gouvernement. S'il se met lui seul à parler, à expliquer, etc., sans arrêt ce qu'il va faire, il ne faut pas qu'il oublie que les Burkinabés n'aiment pas les gens qui passent tout leur temps à se parler d'eux-mêmes. Je crois que ce qu'il devrait faire, et qu'il n'oublie pas ce qui est arrivé à Dame Sori, c'est pas s'il a la compétence et qu'il n'a pas le soutien de qui l'a appelé, ce qui va lui arriver, c'est ce qui est arrivé à Dame Sori quand elle était à l'économie et des finances. S'il n'a pas le soutien, comme Dame Sori n'a pas eu quand il était... on a vu par exemple le Premier ministre dans ses actes avec les autres institutions. Il allait rendre visite au président de l'Assemblée nationale, qui est par ailleurs le président du parti au pouvoir. Donc ça voudrait dire que c'est un axe. Non, c'est pourquoi j'ai dit, je pense que ce que les Burkinabés attendent de lui, ce n'est pas le coursier. C'est la personne qui s'assied et qui s'occupe des dossiers pour nous faire avancer. S'il passe tout son temps à faire la ronde des institutions, il va vite se lasser et il va oublier ce pourquoi on l'a appelé. Ce que les gens, on l'a appelé en tant que... Alors, mais là, il a dit qu'il va réduire le train de vie de l'État. Il en a fait un point d'honneur, en plus de la sécurité. Et donc, les parrainages des ministres et tout ça, il a dit que les ministres devaient cesser et se mettre au travail, par exemple. C'est une annonce forte. Oui. Non, je veux dire, sur ce plan, on attendra de voir. Parce que, encore une fois, la personne qui a voulu réduire le train de vie de l'État et qui a été éjectée, même si on l'a fait appel, c'est Dame Sori. Je dis, si aujourd'hui il n'a pas le soutien de la personne qui l'a appelé, il a beau être de bonne volonté, il va se retrouver face à un mur. Et ça, quand je vous dis que s'il prend le cas de... Parce que s'il prend la carte d'un parti, qu'est-ce qui va lui arriver? C'est que les gens vont... Il ne va même pas être la 26e heure celui qui arrive, il va être la 54e heure de celui qui arrive. Qu'est-ce qu'on va dire? Si on le laisse réussir, il va nous mettre de l'ombre et il va se propulser. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, les gens, comme les gens disent, les Burkinabés veulent une chose et son contraire. Les gens qui veulent que le parti réussisse, ce sont ceux qui ne veulent pas que le parti réussisse, parce que si on laisse Zerbo réussir,
il va faire de l'ombre à certains. D'accord. Et ça, j'imagine que ça ne va pas être facile. Les questions de leadership. Oui, c'est pourquoi je dis, s'il n'a pas le soutien de la personne qu'il a appelée d'une manière affirmée au fort et d'une manière publique, il va se casser les dents. On se poserait aussi la question, comment on peut nommer quelqu'un sans le soutenir? Alors, Évariste, très rapidement. On peut soutenir quand c'est soutenable, parce que l'histoire de réduction de train de vie de l'État avec Dame Sori, là, ça ne m'a pas du tout convaincu, parce que bon, c'est un chantier. Les fonds communs, on ne peut pas. Tout le monde savait que l'approche n'était pas très bonne. Maintenant, c'est vrai que... Ici, il dit les parrainages. Les parrainages, quel est l'impact, quelle est l'incidence sur le budget? Non, moi, en revanche, ce que moi je peux lui donner comme idée, s'il veut vraiment réduire le train de vie de l'État, moi, je l'invite dans les mois à venir à geler tous les budgets des missions à l'extérieur. Et ça, c'est un gros pactole qu'on peut orienter à la sécurité. Et on va peut-être en reparler dans le second la Covid là, a montré qu'on peut travailler avec le télétravail. Et ensuite, un autre poste important dans la réduction du train de vie de l'État, c'est le parc automobile. Ce n'est pas les parrainages du ministère. Maître Kielem, alors, on a vu une équipe 25 membres contre 33 par le passé, quand même une bonne réduction du personnel. Ça fait beaucoup d'argent gagné. Ensuite, ça fait aussi plus restreint, on peut mieux travailler avec... Non, d'abord, il faut une précision. Hein. Ce n'est pas le gouvernement Zerbo. Non. Et c'est le gouvernement qui? Non, c'est le gouvernement du président Roch Kaboré. Quels sont les mécanismes du pouvoir dans notre pays? Nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Donc, nous sommes dans une situation où la majorité parlementaire se confond à la majorité présidentielle. Dans un tel cas, le Premier ministre n'a aucun pouvoir. Donc, on ne peut pas dire que c'est son gouvernement. Donc, c'est-à-dire que dans le système où se trouve l'ancien Zerbo, c'est le chef de l'État qui le nomme et il est obligé d'exécuter la politique du chef de l'État et du parti au pouvoir. C'est la Constitution qui le veut ainsi. Si maintenant la majorité parlementaire était différente de la majorité présidentielle, là, on pourrait parler du gouvernement Zerbo. Là, ça veut dire que lui, il est venu parce qu'il a la majorité au Parlement et il compose son gouvernement. Voilà. Mais dans la situation où il se trouve, il ne peut rien faire sans l'aval du chef de l'État. C'est-à-dire en fait que lui, il n'est que la carcasse et le moteur, c'est le chef de l'État. Et donc, ce que le chef de l'État ne voudra pas qu'il fasse, il ne pourra pas le faire. Et il n'a qu'à demander conseil à Kadri Désiré Ouedraogo. Ouais, quand Roch quittait le Premier ministère, même l'actuel président là, voilà, quand Roch quittait le Premier ministère par mésentente avec Blaise Compaoré, qu'est-ce qui s'est passé? Blaise Compaoré a été chercher Kadri Désiré Ouedraogo de la BCEAO. Moi, j'étais en France, mais je suivais. Dès que Kadri est arrivé, il a dit voilà que lui, il va entamer des consultations pour former son gouvernement, etc. Avant de réaliser qu'on lui a imposé les membres du gouvernement. Et là, c'était la première désillusion. Donc, lui, il est arrivé cadre de la BCEAO, croyant que c'est lui, en tant que Premier ministre, qui va définir la politique. Mais ça a été toujours comme ça. Ça a été toujours comme ça, non? Laissez-moi terminer. C'est pour ça que je vous dis, dans le système actuel, le Premier ministre ne définit rien. Il ne définit rien. C'est pour ça qu'on l'appelle primus inter pares. Il n'est que le premier entre ses pairs. Quand on regarde en pratique, qu'il ne définisse rien, mais qu'il sache mettre en œuvre ce qui est défini, coordonner ce qui est défini. Est-ce que ce n'est pas là ce qui détermine en fait le rôle? Il peut même coordonner ce qu'on va lui permettre de coordonner. Vous vous rappelez que sous Blaise Compaoré, là, Salif Diallo était un puissant ministre, que même les premiers ministres consultaient. Parce que tout simplement, il avait le soutien de qui il fallait. Issaka Lingani est là, il peut le prouver. Salif Diallo était plus puissant que des premiers ministres. Oui, mais dans cette configuration, on est d'accord que les choses se passent comme ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans la situation du pays où il y a une crise certaine, le président a fait une annonce à la nation, il a pris des engagements de changer des paradigmes, il a nommé un premier ministre. Est-ce que ce premier ministre aujourd'hui, avec l'équipe qu'il a, ne peut pas ou n'ira pas réellement? Tout dépendra de la marge de manœuvre. Si le président lui laisse les choses, les manœuvres libres, ok. Mais ça m'étonnerait. Parce que s'il veut toucher à des intérêts que le président tient à protéger, il ne lui permettra pas. Vous avez cité l'exemple ici de Mme Sori Ouattara, ou bien c'est quoi là? Sori. Ouais, qui était là. Et ça ne s'est pas passé. Même quand vous prenez le problème, n'est-ce pas, des magistrats qui revendiquaient, leur ministre est opposé, mais les magistrats sont partis voir directement le président qui leur a donné raison. Donc c'est pour vous dire que dans le système où nous sommes,
L'alpha et l'oméga, c'est le président du FASO. D'accord. Maintenant, maître, on a 25 ministres qui sont là. Vous le regardez, ce gouvernement-là, qu'est-ce que vous pensez qu'il peut apporter concrètement dans cette situation? Moi, je ne les connais pas. Donc, mais je suppose que c'est des gens qu'on a nommés pour leurs compétences. Mais cela dit, il faut comprendre une chose. La compétence technique n'est pas nécessairement une compétence politique. Il ne faut pas se faire des illusions. On a vu, n'est-ce pas, au Mali, on a été chercher Cheikh Modibo Diarra, qu'on nous disait expert dans la NASA, tout. Il est venu. Ce qui n'est pas faux, il était expert dans la NASA. On a vu les limites en politique. D'accord. Sous la conférence, quand le Bénin a entamé les conférences nationales, à l'époque, n'est-ce pas, la Banque mondiale, le FMI, a imposé des cadres technocrates, n'est-ce pas? C'est ça que les Nicéphore Soglo sont venus. On a vu leurs limites. Et je vous rappelle, le pape, n'est-ce pas, de l'anarchisme, Bakounine, dans son ouvrage Dieu et l'État, il dit de ne jamais confier la direction d'un parti ou la politique à des scientifiques. Parce qu'ils risquent de manipuler le pays, comme ils manipulent les éléments dans leur laboratoire. D'accord. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas parce que quelqu'un est un scientifique réputé que nécessairement il va réussir en politique. En politique, il y a d'autres éléments qui sont des réseaux, des points d'appui, le management des hommes. Mais là, on a par exemple 50% du MPP qui est présent, donc c'est le parti politique qui est présent dans le gouvernement. Oui, c'est ce que je vous ai dit. C'est le parti et le président qui va faire la politique. Ce n'est pas un certain Lassina Zerbo ou des trucs comme ça. Une seconde et puis oui, parce que quand prend la parole. Attendez, vous reprenez tous les ministres qui viennent d'être nommés. D'ailleurs, j'appuie ce que le maître a dit. Quand on dit gouvernement Zerbo 1, est-ce qu'on a un préfectif qu'il va avoir un gouvernement 2? Peut-être qu'il est là jusqu'à la fin du mandat, et puis en ce moment-là, le 1 tombe. Il faut dire seulement le gouvernement, mais comme les gens sont friands des chiffres. Mais cela dit, quand il est arrivé, regardez les ministres qui sont là. Il y a combien de nouveaux ministres? Ce n'est pas lui qui les a mis. Il est arrivé, effectivement, on lui a dit, voilà, un tel va être à tel endroit, un tel va être à un endroit. Je ne suis même pas sûr qu'il a eu la capacité, lui, de bouger quelqu'un pour dire, moi, je pense qu'un tel serait mis à tel endroit. Donc, si on regarde les ministres qui sont là, d'abord, il ne les connaissait pas, donc il est venu, on lui a tendu le papier, tu dis, c'est sur ta proposition, et puis on dit, on va nommer les gens, et puis, on circule. D'accord. Lengani. Moi, j'ai... Un gouvernement de combat, c'est ce qui a été dit. Celui-là, il est de combat ou non? Est-ce qu'on a des raisons d'espérer déjà? Ou les signaux sont-ils bons quand le Premier ministre il annonce déjà d'entrée qu'il va réduire le train de vie de l'État, il va supprimer les parrainages, comme on sait que c'est ce qui est quand même ici la mode, et puis sur le plan de la sécurité également? Ma première impression, c'est que, et je le dis franchement, le président de FASO est en train de déconstruire son discours du 25, c'est ça, le 25 à 23h30, novembre, oui, dans lequel il a fait des annonces très fortes sur lesquelles il disait engager le Burkina Faso et sa gouvernance. Le Premier ministre qui vient, qui nomme à l'issue de ça, un nom qui circule depuis longtemps et qui semble-t-il, il faut aussi mettre ça dans l'analyse, avait refusé plusieurs fois de poste pour des raisons diverses. Et moi, je l'avais dit sur ce plateau, moi je pense qu'un Premier ministre aujourd'hui, c'est d'abord essentiellement politique. Parce que le problème de Burkina aujourd'hui, c'est un problème sécuritaire assis sur des questions politiques mal résolues ou non résolues. Il y a ça. Même la question de la cohésion sociale, tout ça c'est des politiques. Au lieu de cela, on nous amène un scientifique qui certainement est patriote, qui se bat, parce que pour arriver à un tel niveau, venant d'un pays comme le Burkina Faso, il faut certainement avoir et la compétence, et le caractère, et l'entre-gens. Et je pense que c'est quelqu'un, effectivement, qui a de la valeur. Mais cette valeur-là, aujourd'hui au Burkina, qu'est-ce que ça peut donner? Est-ce que ça peut être utile? Mais je prends un exemple très simple. La semaine passée, on a parlé du Premier ministre lui-même. Aujourd'hui, on parle du gouvernement entier qu'il a proposé. C'est comme ça la loi dit qu'il propose un gouvernement à nomination. Donc, il a proposé, qui a été nommé. Qu'est-ce que ce gouvernement-là peut déjà inspirer comme analyse? Mais justement, il n'a rien proposé. Comme on dit les uns les autres, on lui a donné. On lui a donné. Peut-être qu'il a donné un ou deux noms comme ça, de passage, mais on lui a donné une liste. Mais il assume la responsabilité de conduire un gouvernement. Justement, c'est ça. Il assume. Il n'a pas le choix. S'il accepte le poste, il l'assume. Ensuite,
le gouvernement en lui-même comme ça, j'ai l'impression, comme je l'ai dit, que le président est en train de déconstruire son discours, c'est qu'un gouvernement resserré, c'est resserré, mais soudé, je ne pense pas. Comme André Eugène, il n'est pas soudé. Moi, je voyais un gouvernement soudé, c'est des gens à mesure qui prennent l'engagement sur eux-mêmes d'accompagner le président au front. Pour la sécurité, pour la lutte contre la corruption. Or, dans ce gouvernement-là, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes même qui pouvaient donner leur vie pour le président qu'il a enlevé. Et donc, moi, je dis, j'ai l'impression qu'il a enlevé du gouvernement ceux-là qui accepteraient partir sans lui créer des problèmes. Ça veut dire qu'il s'est dégarni lui-même. Il a enlevé ceux-là qui peuvent partir sans lui créer des problèmes. Et il a laissé certains, s'il les enlève, ça va créer des problèmes. Donc un gouvernement qui échappe au président. Je prends par exemple... Donc le gouvernement échappe au président, c'est ce que ça veut dire? Oui. Je ne suis pas, pas sûr. Hein, non, pas tous les cas. Bon, pas tous les cas, mais il y a des noms là-bas, je peux vous les citer, qui sont prêts à mourir aussi les noms. Tu prends par exemple, Dame Marshall. Tu prends monsieur, le 5e vice-président du MPP, non? Salif Touré. Oui. C'est des gens... Éric Bougouma. C'est des gens, de mon point de vue, qui sont prêts à mourir pour Roch. Avec lui, dans la mission. Il les a enlevés. Pourquoi? Parce que ces gens-là dehors ne vont jamais chercher à lui créer des problèmes. Ils auront autre chose peut-être. Bon, par contre, il y a d'autres. Bon, s'ils n'étaient pas là, je prends par exemple mon ami Maître Benouende. Si lui, on l'a enlevé du gouvernement. Il va rejoindre la rue? Je ne sais pas. Zéphirin aussi pareil. Hein? Zéphirin, s'il enlevait Zéphirin. Mais en revanche, Clément Sawadou, par exemple. Clément Sawadou, j'aurais même appris que ça n'a pas été simple. Mais là, alors que ça a assumé. D'accord. Pour la nation. En tout cas, merci. Ensuite, est-ce que ce gouvernement est capable d'arriver au bout? Moi, je pense que ça va être très difficile. Parce qu'il vient déjà avec la question de la lutte contre la corruption, là, ça n'attend pas. D'accord. On va continuer. On aura l'occasion parce que c'est le... quelque chose sur la question du train de vie de l'État. Mais est-ce qu'on ne va pas continuer pour parler une bonne fois de tout ce qui concerne le train de vie de l'État dans l'opération d'accord, allons-y. On a prévu donc, comme sujet également à évoquer. Donc, opération main propre. Ça, c'est le chef de l'État, comme Lengen le disait dans son discours, qui a annoncé cette opération qui semble être aujourd'hui la chose à laquelle beaucoup de Burkinabés se sont agrippés. Et tout le monde regarde, on se pose la question, comment ça va se faire? Est-ce que ça va se faire réellement? Et où ça doit commencer? Maître? Non, moi j'ai déjà donné mon point de vue là-dessus il y a 2 semaines de cela. Ouais. J'ai dit que je suis un peu inquiet quand on parle d'opérations main propre dans nos pays en Afrique. Parce que généralement, ce sont des opérations de règlement de compte. Ce sont des opérations par lesquelles, n'est-ce pas, on procède pour éliminer certains adversaires politiques ou certains amis gênants. Et alors que des gens beaucoup plus corrompus peuvent être laissés en liberté. Alors, donc le problème, c'est d'avoir le contrôle réel de cela, qu'il y ait une institution indépendante qui ait le contrôle de cela. Sinon, la mise en œuvre, ce n'est pas compliqué. Voilà, nous sommes au pénal. Et il y a 3 possibilités, n'est-ce pas, d'actionner au pénal. D'abord, il y a le procureur qui peut faire une chose là. Il y a la procédure de flagrant délit. Voilà. Il y a la procédure de citation directe que le procureur peut citer. Et puis, il y a la dénonciation aussi. Donc, il y a la mise en œuvre, ça, ce n'est pas compliqué. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on va accepter effectivement que tout le monde soit soumis à la même enseigne, que tout le monde soit régi par la même législation? C'est ça le problème. Et, par exemple, comme je l'ai dit, le Roch lui-même, il vient d'où? Il vient du milieu économique. Il était à la BIB, qui est devenu UBA, etc. Et il a géré, n'est-ce pas, il a été ministre des Finances et de l'Économie. Il a plein de réseaux dans le système économique. Mais vouloir lutter contre la corruption, c'est quoi? Ça veut dire indirectement, tôt ou tard, plus les ramifications vont le ramener à ses propres amis. C'est ça le vrai problème. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Donc, vous vous rappelez que, par exemple, quand la dame Souli était ministre de l'Économie et des Finances, elle avait pris des mesures qui n'allaient pas dans le sens de certains opérateurs économiques. Ces opérateurs économiques sont partis voir le président pour dire non, ça ne va pas. Et le président, je crois qu'on avait sermonné la dame en question. Voilà. Donc, c'est pour vous dire, pour pouvoir lui faire une opération main propre, il faut soi-même être sans reproche. C'est pour ça que notre leader, le capitaine Thomas Sankara, était le seul
à pouvoir faire une opération main propre dans ce pays. D'accord. Parce qu'il avait les mains propres. D'accord. Et d'ailleurs, même on l'a tué quand il a mis la commission de lutte de prévention contre la corruption. D'accord. Et que ceux qui étaient à côté voyaient que maintenant, ils ne pourraient plus bouffer comme ils le voulaient. Alors, ils se sont ligués maintenant pour l'éliminer et pouvoir bouffer comme ils le voulaient. André Donc, Jean, l'opération main propre, c'est une bonne chose, mais il faut soi-même d'abord s'assurer qu'on est irréprochable et qu'on n'est pas quelqu'un comme Paul Biya qui prend tout l'argent du pétrole du Cameroun pour son compte à la présidence et qui se permet de lancer des opérations éperviers pour des broutilles que les gens prennent à côté. D'accord. André Génie Boudot. Et puis on va citer quand même des cas, parce qu'il y a des cas beaucoup de cas qui sont sur la place et que, d'accord. Pour moi, par exemple, la réduction des trains de vie de l'État, et si on veut parler de la corruption, on voit la grande corruption. Commençons même par la petite corruption. Qu'est-ce qui fait que vous envoyez des gens au front et vous leur donnez 1500 francs par jour et ils reçoivent 750 francs? Parce que le 50 là, ce sont des gens qui sont à l'ombre qui bouffent. Si le Premier ministre arrivait à dire mon premier job, ça va être contrôlé pour que ceux qui partent au front reçoivent ce à quoi ils ont droit, il aurait déjà fait un grand nettoyage. Il aurait déjà nettoyé la moitié des écuries d'OGIAS. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde le sait. Les policiers, les gendarmes qui sont au front, ils ne reçoivent pas ce qu'ils doivent recevoir. Vous partez à Inata, on vous donne 1500 francs pour vivre par jour. Et il y a des gens qui coupent et qui décalent les 750 francs. Et on vous amène dans le grand temps. 1500 francs, c'est un chiffre que vous donnez pour illustrer une illustration. C'est le montant réel. C'est le montant qu'on leur donne. 2500. Bon, 2500. Est-ce que vous voyez un agent des finances faire un séminaire à Ouaga et puis bouffer 1500 francs par jour? Et ceux qui acceptent des choses comme ça, ce sont les militaires et ce sont les enseignants. D'accord. Mais je vais dire, si on voulait simplement nettoyer la petite corruption, c'est faire en sorte que les hommes qui sont à un poste ne bouffent pas l'argent de leurs Mais c'est ça aussi l'opération main propre. C'est pourquoi je dis, même si on commençait par là, on aurait déjà nettoyé peut-être 50% de toutes les saletés. Puisque si on parle de main propre, ça veut dire que les mains sont sales. On n'a qu'à commencer par nettoyer par là. Et je dis que si on faisait cela, on aurait déjà gagné. Et puis le président, et puis avec le Premier ministre, avec les nouvelles nominations, on a commencé à nettoyer, à nommer dans la gendarmerie et à nommer chez les militaires. On n'a qu'à aller chez les policiers, on n'a qu'à aller chez les douaniers, on n'a qu'à aller chez les gens qui protègent nos eaux et forêts. On n'a qu'à aller là où pour redorer le fait en sorte que nous soyons en accord avec les gens qui nous protègent. Vous savez, il y a des pays, quand vous voyez un policier qui arrive, vous pensez que vous êtes sauvé. Quand vous voyez un gendarme qui arrive, vous dites que vous êtes sauvé. Ici, quand tout le monde voit un policier qui arrive, on veut fuir. André Génie Boudot, est-ce que l'opération main propre aujourd'hui, on a confiance? Comme on dit que le poisson pourrit par la tête, est-ce qu'on est capable de commencer par la tête justement? Le Burkinabé se pose des questions. Est-ce que réellement ça, c'est pas en fait de la fumée aux yeux? Vous avez écouté l'interview de nos confrères qui sont allés l'interroger chez lui. C'est les deux dernières questions. Moi, j'ai trouvé que ce sont deux belles questions qu'on a données au président. Malheureusement, il les a escamotées. Il a passé tout son temps à défendre les gens de son entourage. Mais tout le monde dit que c'est ton entourage qui est pourri. Aujourd'hui, personne ne dit que le président Roch est pourri. Ce n'est pas lui. On dit que c'est ton entourage. Mais il dit le problème va venir de l'ALC, le problème va venir de la justice. Mais si moi, je suis responsable et on me dit que mon entourage est pourri, je leur demande tout simplement, allez vous laver et revenez. D'accord. Mais aujourd'hui, sur les deux dernières questions qu'on lui a posées, d'ailleurs, c'est la question de son entourage et la question du fait qu'il maigrit. Il a botté toutes les deux questions. Donc ça, c'est pas important pour le plateau. Oui, mais je vais dire, les mains propres là, puisqu'on a parlé des mains propres à l'avant-dernière question. S'il avait dit, écoutez, si on me dit que mon entourage est pourri, dites-moi quels sont ceux qui sont pourris,
et je vous les envoie en D'accord. justice. Alors, En ce moment-là, justement, l'ARC on peut dire qu'il y a par exemple la LC qui a beaucoup de dossiers. Je pense que même que le président donc, aurait le procureur non, pas le procureur, avant le procureur, mais le contrôleur général donc, aurait dit quelque part qu'ils ont transmis des dossiers au chef de l'État. On a vu récemment aussi le président de la Cour des comptes qui allait donc remettre son rapport. On pense que ce sont des données. Mais déjà, on peut citer un cas qui peut-être peut créer des doutes. Le 18 juin 2020, par exemple, le procureur du Faso a fait donné une conférence de presse où il a livré un ensemble de dossiers qui ont été donc mis, qui sont passés devant le parquet et donc avec bien sûr des décisions. L'affaire donc Bouddha Jean-Claude, l'affaire groupement de sécurité de protection républicaine du JSPR, et puis l'agence conseil de maîtrise d'ouvrage à Comode, et puis l'affaire Kabore William Alassane des douanes. Alors de toutes ces affaires, aucune aujourd'hui, en tout cas pratiquement, n'a connu par exemple une suite. Si on prend le cas par exemple de la Comode, qui est une société d'État par exemple, jusqu'à aujourd'hui, la justice a bien noté des manquements graves qui auraient pu amener par exemple le DG à quitter son poste, mais jusque-là il est là. Normalement, son mandat est terminé. Donc, il devait partir. Et même, ce qui est grave, le procureur a dit quoi? Qu'il a transmis le dossier à un juge, je pense, avec de réquisitions en disant d'enfermer ce monsieur-là pour mieux faire les enquêtes. Le juge a refusé de l'enfermer. Et pourtant, il a enfermé Bouddha Jean-Claude. C'est pour dire que, bon. Et moi, si j'étais à la place de Zerbo, mon cousin, entre autres, ce que j'aurais fait, c'est ces gros dossiers-là. Déjà qu'il faut traiter à chaud pour montrer au Burkinabé. Je donne l'exemple. Le procureur a dénoncé des faits clairement établis, entre sur lesquels on enquête. Mais ce monsieur-là, accommode. Et les faits qui lui sont reprochés sont extrêmement graves. Quand même. C'est déjà le mettre à l'abri pour permettre de faire les enquêtes. C'est le minimum. On a fait ça à Bouddha et qui est ressorti. Et sur la question de Bouddha, on ne peut pas parler du cas de Bouddha sans parler de M. Zerbo. On ne peut pas. On ne peut pas parce que Bouddha s'est justifié en partie sur lui. Est-ce qu'il va apporter les preuves de l'argent qu'il a donné à M. Bouddha pour construire sa maison? Ou bien est-ce qu'il va dire, bon, vraiment, je ne suis pas... Et puis livrer Bouddha, ça, on attend de voir ça. Et ça, qu'on le veuille ou non, les Burkinabés vont vous juger, M. Zerbo, Lassina, sur cette question de Bouddha Jean-Claude. Mais il a déjà dit que lui n'a pas donné l'argent à Bouddha. Hein? Il a déjà dit. Ah oui. Ah, là, il a nié, il a dit qu'il n'a pas donné l'argent. Donc, et Bouddha est où actuellement? Bouddha, il est chez lui, à Manga. Non. Il est chez mes cousins là-bas. Là, donc, ça veut dire qu'il le couvre alors? Non, pas du tout. Mais pour que les on a jugé Bouddha. Donc, Bouddha a menti? Écoutez. Bon, non, cela dit, passons. Je dis que sur la question de la corruption, il y a tellement de faits qui sont avérés. En tout cas, pour le commun des Burkinabés, qu'il faut cesser de faire comme le président de Faso, qui, comme je l'ai dit, a déconstruit totalement son discours de 23h30. Parce qu'aujourd'hui, comme André Jean l'a dit, sur cette question, il a passé le temps à blanchir ses amis. Si on reproche à votre entourage de commettre des choses, et même certains pensent que certains qui ont quitté le gouvernement, c'est parce qu'ils avaient, en tout cas au niveau de la presse, leurs noms sont plusieurs fois revenus sur des questions de corruption. Bon, ça, on peut comprendre ça. Mais ça ne doit pas s'arrêter tout simplement à les dégommer et puis les permettre d'aller jouir du fruit de leurs gains illicites. Ça ne doit pas être comme ça. Il faut effectivement que le travail soit fait jusqu'au bout. Et pour que ça soit fait, moi, comme on le dit, le poisson pourrit par la tête. Et je n'ai jamais compris pourquoi, et le président de façon me l'a dit, l'ALC, LC, qui a la possibilité de faire des poursuites, etc., on ne voit rien. Merci. Et même le président de l'ALC lui-même, mais il est dans un cas incroyablement de malgouvernance. Ça, c'est une évidence. Il n'a plus le droit d'être là-bas assis. Donc, pour commencer, il faut commencer par ça. Pour donner l'exemple, il faut commencer par ceux qui sont
qui marche à côté de la loi. Et le président de la est dans ce cas, puisque son mandat est terminé. Merci. Et il continue de... Merci, Lengani. Évariste Faustin Konsebo. Sur cette question, en fait, la corruption là, en Afrique, il faut dire que le Burkina n'est pas à l'écart. Il faut aussi dire que les bilans sont mitigés hein, en matière de lutte contre la corruption. Si on prend le recul et puis peut-être on veut observer. Parce que la nature même, en fait, de nos États, c'est des systèmes étatiques prédatrices où vous avez une corruption qui est chronique et puis pathogène, quasiment, hein, structurelle. Donc, comment on fait? Et ça touche tout le monde. Hein. Mais c'est depuis même l'origine, il faut remonter ce système démocratique qui crée ça. Parce que ça se nourrit aussi par les citoyens qui nourrissent aussi ça et vice-versa. On est dans, par exemple, les élections. Nous y sommes en plein. C'est un des vecteurs. Bon, maintenant, moi j'étais un peu étonné. Le président dit que c'est après concertation avec les autorités judiciaires et la LCE que bon, il va décider de lancer l'opération Moins Impact. Bon, ça m'amène un peu à revenir à ce que Maître disait que dans notre système, il est l'alpha et l'oméga. Sinon, les lois sont là. Bon, et on a vu même par exemple la conférence de presse du procureur qui a cité tous les dossiers, qui a fait donc le bilan, le point mais pourquoi est-ce qu'on n'applique pas? Est-ce qu'on a besoin que le président vienne faire le point pour que je ne comprends pas. Maintenant, peut-être par rapport à son discours, et je peux peut-être penser que la LCE a remis un mémorandum, donc ça doit être sur sa table. Bon, maintenant c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'on lui remet à lui? Parce que si nous sommes dans un État où les pouvoirs sont séparés, s'il y a des dossiers, il faut les remettre à la justice. Bon, alors, mais ça donne quand même des doutes. Je ne sais pas, honnêtement. C'est assez compliqué cette histoire-là. C'est comme l'histoire du trafic de carburant qu'on a, on a lancé à grand bruit. On prend un cas ici, par exemple, assez précis. Je l'avais cité donc dans ce que le procureur, dans sa communication du 20 juin, il dit par exemple que relativement au dossier de l'agence Conseil de maîtrise d'ouvrage à Comores, dénoncé aussi par voie de presse, mon parquet a saisi la division de la police économique le 28 avril 2020 en vue d'une enquête circonstanciée, laquelle révèle que le directeur général de la Comode a autorisé la passation de 2 marchés publics au profit de son épouse à travers un groupement de soumissionnaires. Il en est en même temps pour l'ex-président du conseil d'administration en la personne de M. Sankara Moussa, etc. etc. Alors, dans les termes, dans les statuts, tout cela est tout simplement interdit. Mais jusque-là, monsieur continue sereinement de diriger la société. Mais est-ce qu'on a besoin que le président, le chef de l'État intervienne pour que les lois soient appliquées? Je ne sais pas. On a un problème dans notre pays. Il faut aussi faire un peu attention. Hein, parce que le parquet ne détermine pas nécessairement si tu es coupable ou pas. C'est des présomptions. Voilà. Et vous avez vu Newton Ahmed Bali, quand il était à la CENI. Oui, mais ici, le parquet les dossiers sont allés chez un juge. C'est lié à tout ça. Oui, mais l'enquête a été faite. Non, il a été révélé si c'est parti chez un juge, ça veut dire que c'est parti chez le juge d'instruction. Oui. Et si on a besoin d'instruire, c'est que le dossier qui vient du parquet n'est pas complet. Il faut compléter. Lengani vient de rappeler ici que Arthur Kafando vient d'être blanchi. Ça fait combien d'années que ça se poursuit? Donc, ce n'est pas aussi simple que vous le croyez. Hein. Si vous voyez, par exemple, je prenais le cas de Newton Ahmed Bali, qui avait été accusé de malversation à la CENI. Il y a eu une contre-expertise qui a révélé que toutes les opérations s'étaient bien passées. Est-ce que vous avez vu? Donc, sans oublier que... Mais ici, par exemple, le cas qu'on dit ici, là, l'épouse de quelqu'un ne peut pas se tromper sur l'identité de l'épouse de quelqu'un. Oui, ça, c'est des cas... Alors, les textes disent qu'une société ne peut pas donner un marché à une autre société dont ça, l'épouse... je suis d'accord, mais je vous parle des cas de façon générale. Et quand vous voyez, par exemple, les rapports qu'on remet, rapport de la Cour des comptes, rapport de la SE, etc., ça ne permet pas d'indexer vraiment quelqu'un comme étant coupable. Ça donne des indices. Maintenant, ou alors il faut revoir les textes permettant à la Cour des comptes et aux institutions d'être plus précis dans leurs indications et de pouvoir saisir directement même la justice éventuellement. Non, maître est tout à fait dans son rôle, mais c'est qu'on ne va pas accepter comme ça. Quand on dit par exemple que dans
ceux qui veillent sur la sécurité du chef de l'État font de faux ordres de mission pour siphonner 5 millions et quelques. Quand on dit que pour voir le président à la présidence du Faso à Kosiam, il faut monnayer l'audience. Ça, ce sont des choses qu'on aurait aimé que Kosiam nous dise, voici la preuve, ce n'est pas vrai. Ça, c'est une question morale. Ce n'est même pas d'abord une question légale. Je crois que ce que les Burkinabés attendent, c'est que ceux qui nous dirigent soient moralement propres. Et que si les gens estiment qu'ils ont mis les mains, leurs babines sont dans le plat, qu'ils se lèvent la tête et qu'ils nettoient leurs babines. Or, aujourd'hui, ça veut dire que si on se cale seulement sur la loi, on va avoir des gens... Alors, je voudrais compléter ce que Maître a dit tout à l'heure, parce que là, quelque chose n'est pas totalement bien précis. Ici, le procureur a dit dans sa communication, il dit que mon parquet a requis l'ouverture d'une information judiciaire pour favoritisme, conflit d'intérêts, simulation illicite et blanchiment de capitaux contre le DG et le PCA de Acomode, ainsi que le nommé Sanou Ibrahim, ayant représenté la société 2A. Dans le contrat, le juge d'instruction a déjà mis en examen le DG de Acomode sans le placer en détention provisoire, contrairement à mes réquisitions. Ça, ce sont les propos, par exemple. Ça veut tout dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a donné des indices. Et maintenant, le juge d'instruction, s'il estime que ce n'est pas nécessaire de le placer en détention, parce que vous savez que la liberté, c'est le principe, et la détention, c'est l'exception. S'il estime que les éléments du dossier lui permettent, n'est-ce pas, de clarifier la situation. Oui, mais ce qu'on est en train de dire ici, dans le principe des mains propres qu'on dit, est-ce qu'on peut être déjà dans cette situation et garder, par exemple, un poste de DG et continuer de gérer la société, une société d'État? Attendez, je vais vous dire une chose. Ma profession d'avocat m'a fait comprendre que la justice est différente de l'opinion. Il y a eu des cas où, par exemple, avant qu'on ne me saisisse du dossier, moi, je condamnais des gens d'office. C'est ça, comme François Compaoré. Voilà. Non, je ne prends pas on va terminer sur ça. Mais une fois que j'ai eu à épulcher le dossier, j'ai eu une autre lecture du dossier et des pièces du dossier. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas toujours se fier à l'opinion. Sans oublier que même les faits, même les faits peuvent être inventés pour abattre quelqu'un. Merci, mais ici, il s'agit du procureur qui a fait une réquisition. Quand on vous dit, par exemple, qu'il y a des audiences monnayées, tout ça, etc., ça peut être des faits inventés pour détruire des gens. Si on n'est pas un peu plus... C'est pour ça que la justice est là maintenant pour faire son travail. Oui, mais quand, par exemple, ici, le procureur fait une réquisition dans ce sens, quand même, ce sont des faits, ce n'est pas une opinion. Moi, je pense que dans un pays comme le nôtre, on termine avec Lengani. Où on jette l'anathème, moi je pense sincèrement, dans un pays où on jette l'anathème sur tout le monde et sur personne, comme ça se fait, si j'étais concerné, comme c'est le cas avec le DG de la Commode, mais je me mets en marge de l'administration pour permettre et j'exige que la vérité soit faite. Ce n'est pas plus que ça. Mais moi, je voulais dire quelque chose par rapport à ça. Non, l'État lui-même couvre. Parce qu'en réalité, c'est l'État qui couvre. Ce n'est même pas le monsieur. Peut-être que le monsieur même veut partir. Moi, j'ai besoin de 5 secondes. Merci André Génie-Boulot. On va passer au dernier sujet sur la page internationale avec la visite avortée de Macron au Mali. Alors, le président français avait été annoncé donc pour une visite de la Noël, comme ça, on va dire, de la Noël au Mali, et ça avait fait beaucoup de bruit, mais aux dernières informations, il paraîtrait donc que le président s'est rétracté. Évariste Konsebo. Si on s'en tient aux informations, déjà cette visite était un peu compliquée, parce que quand on se situe le contexte on peut l'appeler de crise entre Paris et Bamako, suite bien sûr à la venue de la jeune qui n'a pas en fait la même vision, notamment sur des accords coloniaux, avec des clauses qui défavorisent totalement le Mali. Et donc c'était sur le fond donc, de cette mésentente que cette visite était attendue. Mais maintenant, ce qui nous revient, c'est que, ça c'est clair quand même, parce que quand on annonce des visites d'État comme ça, forcément, il y a un contenu. Les chefs d'État ne vont pas se rencontrer sur des sujets non précis et arrêtés. Je pense que c'est à ce niveau, en fait, des sujets qui fâchaient peut-être, que Paris peut-être voulait peut-être évoquer et que peut-être ils sont pas tombés d'accord sur en fait les sujets abordés. Il était question notamment, par exemple, pour la question sécuritaire, d'élargir la rencontre avec les membres des autres pays pour diluer un peu
les choses, mais ça n'a pas passé. C'est les conditions, je pense, peut-être, de la venue. Et ils ne se sont pas entendus là-dessus. Non, moi, André moi, je me dis que les autorités maliennes sont très fines et ce sont de vrais diplomates. Parce que, rappelez-vous qu'on a voulu envoyer des émissaires de la CEDEAO en Guinée et puis même au Mali, et puis les gens ont dit non. D'une manière franche et peu courtoise. Le président ne peut pas dire au président français, non, tu ne viens pas dans mon pays. Ils ne s'entendent pas à l'heure actuelle. Et comme les Moussila disent que quand tu veux chasser quelqu'un de chez toi, là, tu dis, si tu ne veux pas rentrer, il faut sortir. Il a mis les points à un tel niveau que l'autre ne peut pas accepter. Mais comment tu peux venir dans le pays de quelqu'un et dire, moi je viens dans ton pays, mais tu invites d'autres personnes pour qu'on parle ensemble? Si tu viens dans ma famille, là, c'est moi, le maître de séance, c'est moi qui dis qu'un tel n'entre pas. Je crois que les autorités maliennes se sont assumées d'une manière courageuse et d'une manière diplomatique où on ne peut pas leur reprocher quelque chose. Parce que tout ce qu'on veut faire, il a dit, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais tout le monde sait qu'aujourd'hui, le Mali ne s'entend pas avec la France sur la question de Warner. Donc, vouloir venir au Mali pendant que vous les bombardez de faits inamicaux, ils ne vont pas être d'accord. Je crois que là-dessus, moi je dis que les Maliens, ils ont fait ça d'une manière diplomatique, personne ne peut leur reprocher, mais ils savent là où ils voulaient aller. Et je dirais peut-être que c'est l'Afrique, encore une fois, qui gagne. Parce que le drame de notre Afrique, c'est qu'aujourd'hui, on laisse le Malien se débattre tout seul. Mais n'oubliez pas, quand les nazis sont arrivés, on a commencé à tuer les nains. On a commencé à tuer les prostituées. Et nous autres, là, on a dit, tant qu'on ne nous a pas touchés, c'est bon, allons-y. Et après, quand on a tué tout le monde, on nous est arrivé, il n'y avait personne pour nous défendre. Aujourd'hui, on laisse le Malien se débattre seul. On laisse les Guinéens se débattre seuls. Quand on va finir avec les Maliens, on va arriver au G5 et on va les éliminer un à un. Aujourd'hui... Mais alors, quel est le gain, je vais dire aussi les conséquences diplomatiques de cette visite manquée? Quoi qu'on dise, le Mali gagnerait aussi quelque chose dans cette visite. Ce n'est pas simplement la France qui gagne. Ce que le Mali gagne, c'est que Barkhane est parti. Et peut-être que les Maliens vont s'assumer. Je vais dire de toutes les façons, notre drame aujourd'hui, c'est que nous voulons notre indépendance, mais nous ne voulons pas ce qui va avec notre indépendance. D'accord. Les conséquences de notre indépendance, ça va y avoir. Et les Maliens disent, nous sommes prêts à assumer. Et je pense que c'est là que les Africains devraient être au coude à coude avec les Maliens. D'accord. Lengani. Moi, ce qui me fait sourire, c'est les justificatifs pour ne pas aller à Bamako. Je crois que Macron dit que la Covid-19, nouvelle variante est arrivée et que, bon, vraiment, par rapport à ça, donc c'est vraiment, à mon avis, ridicule. Il faut s'assumer. Lorsqu'il y a des problèmes, il faut s'assumer. Mais je dis en même temps, et pour calmer un peu les ardeurs du doyen, qui est... Je le vois, il devait être terrible quand il était à l'école en termes de contestation et de... si à ce stade le contenu est aussi fougueux, je me dis que dans la situation aujourd'hui entre le Mali et la France, moi ce qui me gêne fondamentalement, c'est que j'ai l'impression qu'on remplace un maître par un autre. C'est ça qui me gêne. C'est-à-dire l'entrée en puissance de la Russie avec des éléments qui, moi, sincèrement, ne me convainquent pas. Le Mali doit s'assumer. Et la sécurité du Mali doit revenir en premier aux Maliens, qui se font aider par qui ils veulent. Mais je dis qu'il faut faire attention à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ce n'est pas aussi évident que ça. On l'a vu ici au Burkina Faso. Je prends un exemple. On a des avis différents sur la question, par exemple, de la suppression du RSP. Des avis différents politiques, d'approche, etc. Mais est-ce qu'on ne pouvait pas trouver d'autres solutions pour mettre en place une force qui allait remplacer, pour juguler en fait le tourisme? Mais on a dit, bon, on n'en veut pas. On a pris un bic, on a rayé, on a redéployé les gens à gauche et à droite. La plupart sont partis, on ne sait où. Bon, est-ce que c'est ça la solution? Je dis que, bon, au Mali, je ne pense pas que la solution soit forcément de remplacer l'un par l'autre, même s'il est vrai qu'on peut reprocher beaucoup de choses aux Français, en commençant par nous-mêmes ici. D'accord.
Merci, Lengani. Maître, pour terminer sur cette visite ratée ou manquée ou... Non, je pense qu'il y a une constante au Mali et puis en Guinée. Ce sont des peuples qui ont une tradition de nationalisme. Si vous le remarquez, par exemple, au temps de Modibo Keïta déjà, ce n'était pas facile. Et ensuite, quand Jacques Chirac est devenu président, sa première visite en Afrique, c'était à Dakar. Et de Dakar, il a convoqué tous les autres chefs d'État d'Afrique de l'Ouest pour qu'ils le rencontrent à Dakar. Mais Alpha Omar Konaré a refusé. C'était le seul à avoir refusé d'ailleurs. Que lui ne voit pas pourquoi on va le convoquer comme un élève pour aller rencontrer un seul maître. C'est pour vous dire qu'il y a cette tradition-là au Mali, de nationalisme et de souveraineté qui n'aiment pas trop négocier. Donc, ce qui se passe, moi je suis tout à fait d'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des gens qui s'assument, qui veulent s'assumer. Maintenant, par rapport à la crainte de Lengani, qui dit que, par exemple, les Maliens courent le risque de se jeter entre les mains des Russes, d'accord. Mais il faut admettre, dans le monde actuel, là, personne n'est totalement indépendant, pas même les Américains. Tout dépend de comment vous négociez les interdépendances. Donc, tout dépend de comment étaient négociées les relations militaires entre la France et le Mali et comment les Maliens vont négocier leurs relations avec Wagner. Moi, je pense qu'avec Wagner, ils auront plus les mains libres parce que Wagner, étant une société privée, n'a pas la même puissance et la même emprise par rapport au régime malien. Donc, je me dis... Mais il est aussi démontré que Wagner n'existe pas oui, par lui-même. Wagner, c'est un bras de la Russie quand même. C'est une entreprise. Mais moi, oui, mais c'est un bras aussi de la Russie, de l'influence russe. Je me dis que, non, je connais ce système, puisque c'est un système qui découle de l'Union soviétique, du système de gestion d'État. Est-ce que vous avez vu? Voilà, donc c'est comme ça qu'ils créent les sociétés, par exemple, d'exportation, d'importation, etc. Mais ils ont quand même une certaine marge d'autonomie. Donc moi, je me dis que, par exemple, les Maliens, ils ont pu quand même mieux négocier, ou bien ils pensent pouvoir mieux négocier avec Wagner qu'ils l'ont fait avec la France. Et que de ce fait-là, ils peuvent mieux assurer leur propre sécurité. Et donc, dans la mesure où ils ont leur option, ils ne voient pas pourquoi, n'est-ce pas, ils vont se laisser entraver dans leur marche par la France avec laquelle ils ont vu les limites de la coopération militaire. Merci, maître. On va prendre notre premier téléspectateur, M. Bagayan, qui voudrait, lui, s'intéresser à l'opération Main propre. M. Bagayan, bonjour. Je vous en prie. Bonjour, monsieur. Allez-y pour votre intervention. Animateurs de la télé. Merci. Ainsi que les auditeurs. Bon, à propos de l'opération sur la main propre là. Oui. On a dit, vous parlez de main propre, c'est plutôt de nettoyage. C'est pas une main propre même. Parce qu'il y a le nettoyage avec des sociétés même qui sont en train de bloquer le développement de notre pays. Prenez l'exemple du chemin de fer, où nos grands-parents sont morts pour l'édification de ce chemin de fer. Aujourd'hui, on a un groupe qui n'utilise ça que 3 jours dans la semaine. Et toutes les communes qui abritaient les gares, économiquement, sont détruites, économiquement. Bon, et chaque trimestre, il faut nous faire un deuil parce qu'un car est tombé sous un pont. Alors que le train, depuis Kaya même, on devrait le réhabiliter pour nous faire le transport et du personnel même. Et ça allait amener le développement communal de toutes ces communes qui abritent les gares. Bon, entre parenthèses, vous avez vu que cette même société-là, au moment qui est venue faire un monopole même du transit douane, la gestion des magasins de douane, que la mise en œuvre nous a fait ça après l'incendie de 1976. Monsieur Bagaya, oui. Ce que vous dites est très intéressant, mais sauf que, est-ce qu'on pourrait recentrer sur l'opération Main propre qui nous concerne ici? Ce que vous dites, c'est vraiment un peu tout. Oui. Allez-y. Maître... Oui, je disais, main propre là, il y a... Ah, voilà, cette fois-ci, c'est pas... Ok. Oui, mais ce qu'il, M. Bagayan dit, c'est un peu une sorte de révolution. Non, en fait, il parle de l'opération Main propre. Okay. Et c'est ce qui nous... Non, mais là, ce qu'il dit là, c'est-à-dire, il dénonce en fait des contrats qui sont défavorables au Burkina. C'est ça, en fait. Mais si ça n'entraîne pas des mains sales, comment on fait? Si c'est des contrats qui sont signés légalement. Oui, c'est ça. Le fait... Il y a des dessous, il y a des dessous. Non, moi, je voulais dire quelque chose par rapport au RSP là. La dissolution du RSP. Pour la mémoire et pour l'histoire,
le RSP a été dissous avant ceux qui sont là quand même. C'est ça, oui, tout à fait. Donc ça, il faut leur reconnaître. Et puis, est-ce que vous avez déjà vu un pays qui dit qu'il vend des armes? Aucun pays ne vend des armes. Mais pourtant, les armes sont fabriquées dans un pays. Donc, c'est toutes les sociétés qui vendent des armes. Et quand on parle des États, ils disent non, nous, on ne vend pas d'armes parce que nous, on veut la paix. D'accord. On fait le procès à Wagner pour rien. D'accord. On fait le procès. Alors, André Eugène, on va prendre notre deuxième téléspectateur, M. Christian, qui appelle sur le congrès du CDP. Oui. Allez-y. Okay. Alors, ok, merci. Vraiment, je trouve que le Burkina est un pays vraiment particulier. Voilà un chef de l'État qui est parti, dans les circonstances que tout le monde connaît, qui est parti à l'étranger, qui a pris la nationalité, et maintenant qui reste là-bas pour lui conquérir le parti, le pouvoir par les urnes, et beaucoup se revendiquent sur lui. Et ce qui est encore particulier, c'est au même moment où on est en train de faire un procès sur lui, où il ne s'est pas présenté. Voilà des gens qui prennent leur carte tout simplement, leur bagage, puis ils passent là-bas, le voient pour qu'ils reviennent. Maintenant, prennent le pouvoir tout simplement, prennent le pouvoir à travers les yeux. Je voulais demander, n'abusez pas la tolérance des Burkinabés. Ça, c'est, on peut parler tout à l'heure de la lutte contre l'impunité. Monsieur Christian. De quoi? Il faut que les gens... Monsieur Christian. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui interdit tout ce que vous dites là? Est-ce qu'il y a quelque chose dans nos textes au Burkina, soit la Constitution, soit la loi, il y a une loi particulière qui interdit qu'un Burkinabé aille voir son ancien chef d'État ou que l'ancien chef d'État soit toujours dans un parti politique? Est-ce qu'il y a quelque chose qui interdit ça? Bon, voilà encore. Faites attention au Burkina là. Il y a la question de la légitimité et il y a la question de la liberté. Vous savez, il y a la question, pour la politique, il y a une question de légitimité. Si je insiste sur cette question-là, c'est que nous sommes dans une circonstance où, d'abord, il doit se présenter face au procès actuel. Il ne le fait pas. Mais les gens trouvent tout à fait normal que quelqu'un qui refuse, qui nargue la justice, que ce soit lui qui va venir décider de la politique qui se passe à l'intérieur. Citez-moi un pays au monde démocratique de ce terme, vraiment, où vous allez voir ces pratiques-là se développer. Je crois que le Burkina est un pays toujours tolérant, mais il faut que chacun fasse se garder à sa place. Parce que tout simplement. D'accord. Merci, monsieur. Merci, monsieur Christian. Varis va réagir d'abord et puis après. Non, j'ai cru comprendre qu'il trouve anormal en fait que M. Blaise Compaoré ait encore de l'influence ou puisse influencer l'échiquier politique. Oui. Au motif qu'il n'est pas venu à son procès. Mais sur la question du procès, moi je dis tout droit que si ce procès était équitable, il serait venu. Parce que je ne trouve pas que ce procès actuellement soit équitable. Alors, Lengani, pour terminer. Juste pour... Bon, oui, c'est le genre d'argumentaire qui est effectivement très difficile. Comme il a dit, nous sommes au Burkina Faso. C'est ça justement une des caractéristiques de ce pays. Bon, sinon, prenons le cas de la Côte d'Ivoire, à côté ici, Barbo, il était condamné par la CPI. Il n'était pas accusé, il était condamné. Et tous les dirigeants... Par la CPI? Oui. Non. Barbo, il a gagné un appel, s'il vous plaît. Mais il a fait la prison, il était en prison. C'est l'appel, il a gagné un appel. Il était en détention. Non. Il était en détention. Non. Et dans tous les cas, il était en détention à la CPI. Oui. Tous les leaders ivoiriens, en dehors du président Alassane Dramane Ouattara et de photocopie éventuellement, ont fait le tour à la prison de la Haye pour l'écouter. Merci les gars. Ensuite, je pense que l'affaire du procès, ça montre directement effectivement que le courant qui est derrière Edi Kompoego est ce courant qui est en rapport avec le pouvoir en place pour ternir l'image de Blaise Compaoré. Et ça, on ne peut pas accepter ça. Une seconde, vraiment on est au thème de l'émission, mais une seconde. Non, je crois que... Et puis après on clôt. Mais oui, si c'est une seconde que vous me donnez, je ne parlerai pas des sujets que nous avons abordés. Mais nous sommes sur le plateau ici et on a l'avantage d'être à BF1. On serait à Burkina Info, on serait dans d'autres... Savane TV. Savane TV qui a repris. 3 TV aussi. 3 TV. Canal 3. On ne pourrait pas parler aujourd'hui. Je crois qu'il faudrait plaider... Par rapport à la TNT, bien sûr. Là. Oui, il faudrait plaider que un média qui se tait est une démocratie en moins. Il faudrait qu'au plus vite... C'est une fenêtre qui se ferme. Exactement. Il faudrait qu'au plus vite, on trouve
un terrain d'entente pour permettre à ces médias-là de reprendre. Et je voudrais aussi m'incliner sur, devant la mémoire et les dépouilles de Roger Nkiema, qui a été un très grand journaliste aussi. C'est vrai qu'on rend hommage à Roger Nkiema, qui était le doyen de la presse, le directeur général de Salankoloto, qui donc est décédé. Toutes nos condoléances à la famille et à l'ensemble de la corporation. Olengani, sur la TNT. Sur la TNT, comme l'a dit le doyen Edouard, je voulais parler d'Edouard Ouedraogo, mais je vais le faire. Eugène Ilboudo, vraiment, c'est extrêmement. Il faut trouver une solution pour que ces médias les parlent. Dans tous les cas, ce n'est pas en fermant qu'on va avoir l'argent qu'il doit. D'accord. Donc, merci. Il faut les rouvrir. Merci. Merci Lengani. Merci à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Presse Eco. Mais en attendant, j'étais avec Évariste Fossin Concebo, président du SEC de Veille, qui est une association de défense des droits de l'homme et également chroniqueur média. Merci Évariste d'être passé. Isaka Lengani, journaliste, directeur de publication de L'Opinion. Maître Kielem Apollinaire de Tambela. Il est donc avocat inscrit au barreau. Il est également président du CRI, qui est le Centre de recherche internationale et de stratégie. Merci Maître d'être passé. Puis enfin, André Eugène Ilboudo, directeur de la radio des écoles. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Presse Eco, si Dieu le veut.